Débat autour de l'ouvrage « Comme on nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés » par Jean-Paul Fitoussi. Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Intitulé cette émission « Débat autour », puisqu'on va débattre autour de l'ouvrage, après vous avoir reçu pour présenter les principales thèses. Mais il faut lire l'ouvrage, voilà, on peut évidemment pas, en quelques minutes, présenter une réflexion aussi dense. Voilà. Et quelques points de la part du professeur de gestion. Donc je dis souvent les gestionnaires sont les garagistes des sciences sociales, donc ils ont mauvaise réputation, ils ont du cambouis sur les mains, voilà, ils aiment regarder ce qui se passe un peu dans la mécanique. Ils sont quand même les mieux payés du marché. Paraît-il, ça dépend où ils exercent, Et en lisant votre ouvrage, quelle l'esthétique que j'adore personnellement, du professeur de sciences politiques et du professeur d'économie. Et je me disais, il me manque un peu de cambouis, et le cambouis qui me manque, ce sont les banques. Alors, je vais aller droit au but, hein. Et ça me pose un petit problème de datation et dans l'enchaînement des faits que vous nous évoquez, c'est-à-dire 2008, Lehman Brothers, la crise financière, la crise des dettes souveraines en Europe, l'étranglement du contribuable européen. François Hollande nous avait confié, dans un président ne devrait pas dire ça, j'ai évité un plan de rigueur à la France, quand même. C'est pas sûr que tous les Français en aient bien conscience. Et donc voilà, cet enchaînement, mais pour vous, ça part de 2008. Moi, j'ai envie de vous dire, et si on le faisait partir de la fermeture des 3 fonds de BNP Paribas le 9 août 2007. C'est là que ça part. Et là se crée un monde entre les initiés et les non-initiés. Et là, Ben Bernanke, mémoire de crise, nous dit il aurait peut-être fallu qu'il y ait quelques banquiers de Wall Street quand même qui aillent faire un tour en prison. Or, aucun n'est allé en prison. Il a parfaitement raison. Est-ce qu'il ne faut pas faire ce travail de réécriture-là aussi pour sortir de la novlangue ? J'espère qu'il y en a qui le fassent. En tout cas, je connais déjà quelques ouvrages qui en traitent de façon approfondie, notamment l'ouvrage d'un de mes co-auteurs comme Stiglitz. La question est assez simple. Les banquiers ont une mission de service public, puisqu'ils sont chargés de faire la police de l'argent, en réalité. Vous n'avez pas le droit de payer en liquide. Vous devez avoir un compte bancaire. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas recevoir un salaire si vous n'avez pas de compte bancaire. Donc ils ont une clientèle captive. Ils ont une mission de service public. Donc en compensation de cette mission de service public, ils devraient être surveillés très étroitement sur ce qu'ils font. Et arrive un événement, un tsunami, oui, qui est dû à Summers, l'équipe de Clinton, qui finalement ne se rassemble la banque commerciale et la banque d'affaires. Et dans ce cas-là, confond ce qui relève des comptes bancaires et de l'activité commerciale normale, si je puis dire, de la banque, et ce qui correspond des affaires exceptionnelles que font les banques d'affaires. Donc à ce moment-là, il y a comme une tromperie sur la marchandise, et les banques vont penser avoir accès à une quantité illimitée d'argent pour elles-mêmes alimenter leur fortune. Et elles jouent là-dessus. Elles jouent là-dessus en créant des titres de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués, qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes, et en ayant pour principe qu'un arbre peut monter au ciel. Donc, ces titres vont... Elles ne comprennent pas, mais en revanche, elles encaissent quand même. Enfin, elles encaissent, à haut niveau. Mais elles encaissent jusqu'à la faillite. Ben oui, bien sûr. Et elles sont sauvées de cette faillite par l'État. Alors, l'État américain a accepté une faillite, celle de Lehman Brothers, il s'en est mordu les doigts. Et tous les autres États de la planète ont dit plus jamais ça. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la politique a consisté à un sauvetage généralisé des banques avec l'argent du contribuable. Absolument. Donc le contribuable a payé 2 fois. Une fois du fait de la crise et une fois du fait du renflouement des banques.
Donc, cet épisode montre bien que les banques ont su, en réalité, socialiser les pertes Et et privatiser les bénéfices, et parce qu'elles s'en sont mis plein la poche. Les mots sont forts de Ben Bernanke, hein, aurait dû aller en Il a prison. raison, il a raison. Prison. Si vous voulez, il y a eu les présidents de la Banque centrale, en réalité, Bernanke comme Draghi, ont été vraiment à la hauteur de la tâche. Bernanke a évité un effondrement des États-Unis et Draghi a évité un effondrement de l'Europe. Oui, mais alors ça m'amène à un deuxième point qui interroge toujours le professeur de gestion, garagiste de la confiance. Garagiste de la confiance. Vous nous dites dans l'ouvrage, pas de problème d'inflation. Finalement, l'Europe, il n'y a plus de sujet d'inflation et c'est pour ça que... Et moi, partout, j'entends les prix de l'immobilier. On ne peut plus, avec un salaire, se payer un appart à Paris, par exemple. Donc il y a quand même un problème de découplage entre ce qu'on nous dit de l'inflation, puisqu'on évoque la novlangue, et ce qu'on constate tous les jours, c'est-à-dire devenir propriétaire est de plus en plus difficile, voire impossible pour les jeunes générations. Donc on a une inflation extraordinaire des actifs, des entreprises qui rachètent leurs propres actions. Aujourd'hui, Apple vaut plus que l'ensemble du CAC 40. Jeff Bezos pèse 200 milliards. Jeff Bezos, patron d'Amazon. Tout ça, on le voit pas tellement, c'est-à-dire ces effets pervers, potentiellement, de ces politiques qui ont été mises en place alors qu'on aurait peut-être pu prendre une autre solution. Et là, je pense à un point qui ne va pas vous plaire. Ouais. Angela Merkel ne voulait pas sauver les banques dans le débat. Et pourquoi ça ne me plairait pas? Je ne sais pas. Si, ça me plaît. Ça vous plaît? Bien sûr. Ne Parce pas qu'on sauver les a les banques, sauvés, mais pas au prix. Mais pas au prix d'étouffer les épargnants. Et le problème, quand on dit ne pas sauver les banques, ça veut dire quoi? Est-ce à dire que tous les comptes d'épargne ou de dépôt des banques valent zéro? Donc vous voyez, c'est une responsabilité immense. C'est pas simple à faire. Surtout lorsqu'on a obligé les gens à ouvrir des comptes bancaires pour des raisons de contrôle des liquidités. On les a obligés à ouvrir des comptes bancaires. On ne peut pas leur dire maintenant, on vous laisse tomber en race campagne, vous n'avez plus rien. Non, on peut pas dire ça. Est-ce que la performance de la novlangue dans ce contexte... Je dis pourquoi ça vous fâche, parce que vous évoquez la cour de Karlsruhe. Et vous nous dites la cour de Karlsruhe qui intime l'ordre s'expliquer en disant que tout ça dévalorise l'épargne des Allemands. Alors c'est pour ça que je dis ça ne va pas vous plaire. Oui, non, c'est pas ça. C'est que la cour de Karlsruhe se trompe. Le fait que les taux d'intérêt sont quasiment nuls ne vient pas du tout de la politique monétaire. Il vient du fait qu'il y a depuis de nombreuses années un excès d'épargne par rapport à l'investissement. Cet excès d'épargne par rapport à l'investissement ne peut avoir comme aboutissement un taux d'intérêt très bas. D'ailleurs, si vous voulez, les thèses de la stagnation séculaire disent que si l'on veut retrouver un équilibre, il faudrait que le taux d'intérêt réel soit négatif. Mais on ne peut pas avoir un taux d'intérêt réel négatif parce qu'on ne sait plus avoir de l'inflation. On ne sait plus faire de l'inflation. L'inflation n'arrive plus, malgré tout ce que l'on met dans la machine à sous. On en met. Et elle arrive dans l'immobilier quand même un peu. L'inflation des actifs était arrivée avant. La crise de 2008, c'était l'inflation des actifs. De 2007, c'était l'inflation des actifs. Ce que l'on appelle l'inflation, c'est l'inflation des prix des biens à la consommation. Absolument. Bon, ce n'est pas l'inflation de l'immobilier, etc. Mais comme on joue avec le langage, alors, on peut s'amuser à redéfinir l'inflation. Alors, si vous voulez, on pourrait redéfinir l'inflation, mais à condition de savoir de quoi l'on parle. Ce qui se passe dans le prix des actifs immobiliers, ce sont des phénomènes de rente foncière. Et la rente foncière augmente dans nos pays. Elle augmente dans nos pays, pourquoi?
du seul fait de la globalisation, Paris devient une ville mondiale. Donc la demande d'appartements à Paris est mondiale. La demande d'appartements à Londres est mondiale. Allez voir les prix des appartements à Londres, c'est incroyable. Donc vous avez plusieurs villes, plusieurs capitales qui ont une demande mondiale, ce qui a fait exploser la rente foncière dans ces capitales et donner l'impression d'une inflation absolument démesurée du prix des actifs immobiliers. Mais non, ce n'est pas un déséquilibre parce qu'il y a la demande solvable en face de cette augmentation de prix. Et beaucoup de gens ont les moyens actuellement d'acheter des appartements à 20 millions d'euros. Vous voyez, et encore. En tout cas, ceux dont Ben Bernanke nous dit qu'ils auraient peut-être dû finir en prison, assurément. Cela oui, si vous voulez. C'est une plaisanterie, mais est-ce que si je résume par... C'est pas tellement une plaisanterie, vous savez, quand vous voyez la rémunération des CEO, vous vous dites, c'est quand même incroyable. Un petit Ils peuvent s'acheter une maison par an, au moins, sans le sentir. À ce prix-là, hein, à 20 millions et plus. Je résumerai en te disant too big to fail, non, parce que quand même protection, mais la performance a été de réussir à obtenir le too big to jail aussi. Et alors, un troisième point. Too big to fail. Et too big to fail, ça veut dire qu'on ne va pas en prison. Je veux dire, on ne veut pas que vous soyez en faillite. Si vous allez en prison, ça veut dire que la banque est en faillite. Un troisième point, vous évoquez le revenu universel. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est pas finalement, est-ce qu'il n'y a pas là le cœur d'un projet européen possible? C'est-à-dire que si l'Europe, si on devait avoir une Europe du bien-être, comme vous l'appelez de vos voeux, voilà, est-ce que la sympathie ne devrait pas nous amener à penser ce revenu universel à un niveau européen? Est-ce que ce n'est pas le moment? Parce que là, tous les Européens sont terrorisés par « mais comment on va payer cette montagne de dettes? Est-ce qu'on va avoir un impôt qui va venir s'ajouter, un impôt européen, etc. » Est-ce que le revenu universel, ce n'est pas un choix politique qui pourrait être porteur d'espoir? Si vous voulez, je parle du revenu universitaire. Oui. En rappelant d'ailleurs que c'est une idée libérale au départ. Hein. C'est une idée libérale. Parce que c'est l'idée de remplacer tous les systèmes de protection sociale par un revenu universel. Et point final. Et l'État n'intervient plus du tout. Le revenu universel est codifié, et voilà. Et vous nous dites on peut avoir une version de gauche, on peut avoir une version où il n'y a pas un remplacement radical. De supprimer la protection sociale. Voilà. Mais je n'en parle qu'à une occasion. Celle où la thèse triste de la fin du travail soit réalisée. Absolument. Parce qu'il y a une contradiction fondamentale dans l'hypothèse de la fin du travail, c'est le fait qu'on n'a plus besoin des salariés, mais qu'on va continuer de produire. Produire pour qui? Si plus personne ne peut vous acheter, si les gens n'ont plus d'argent, produire pour qui? Et alors là, si on veut bénéficier des augmentations de productivité que permettra l'intelligence artificielle, bon, dans ce cas-là, puisque les gens ne travaillent plus, on a réglé la question économique et on va donner un revenu universel à tout le monde. Et dans ce cas-là, ça a un sens. Il y a un équilibre entre une demande et une offre. Autrement, il y a une offre sans demande. Et ce qui inquiète, et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'en réalité tout cela est fait pour inquiéter les salariés, pour qu'ils restent tranquilles, parce que il n'est pas de doute que les salaires ont été d'une modération incroyable depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas d'hier. Depuis 30 ans, ils n'ont augmenté que d'1 point par an, ce qui est rien. Ce qui est encore 1 point par an, c'est à la limite
de ce que l'on sait mesurer. Vous voyez? Donc là, il y a dans cette idée le fait que vous puissiez finalement constituer une demande dans une économie qui serait une économie planifiée, en gros. Absolument. Une économie de type soviétique, mais avec des plans plus intelligents, puisqu'on vous dit que l'intelligence artificielle peut battre le champion de Go, hein, ou le plus grand champion d'échecs. Donc on veut dire, elle saura faire pour adapter les demandes aux offres. Donc c'est à ce sujet-là que j'en parle. Pour moi, ce n'est pas mon cheval de bataille, hein, le revenu universel. Par contre, la protection sociale, oui. La protection sociale et même le protectionnisme. Parce qu'en réalité, on voit bien que tous nos pays, ça donne deux, la protection sociale et le protectionnisme, selon des modalités diverses. Mais tous le font. Il n'y a pas un seul pays non protectionniste. Bon, les Européens le font de façon un peu naïve, parce qu'ils l'inscrivent dans des traités, politique agricole commune. Et alors, évidemment, l'Organisation mondiale du commerce leur tombe dessus. Mais le protectionnisme est pratiqué partout. Et la protection sociale est pratiquée partout, parce que le rôle de l'État, c'est de protéger les populations. Si l'État ne protège pas les populations, eh bien, tôt ou tard, une révolte se produira. Une révolte ou une révolution. Vous venez sur les gilets jaunes, hein, vous évoquez les gilets jaunes. Et les populations ont l'impression d'être de moins en moins protégées. En plus, le type de politique que l'on conduit, sous prétexte de leur faire du bien, sont des politiques qui consistent à les déprotéger, à détricoter les protections qu'ils avaient. Par exemple, en abaissant les retraites, par exemple, en réduisant l'indemnisation du chômage et en rendant les conditions d'indemnisation beaucoup plus dures, on réduit les protections. En réduisant les dépenses de santé, comme on l'a fait, à partir des réformes structurelles magnifiques du système de santé, qui n'ont pas tenu le coup devant n'importe quelle pandémie. Hein? Donc on voit bien que tout cela aboutit à ce qu'on revient sur le devoir des États qui est celui de la protection sociale. Alors dans ce cas-là, les gens vont demander soit le protectionnisme, un protectionnisme beaucoup plus violent que celui qui est pratiqué comme ligne de crête par tous les gouvernements, soit le protectionnisme et donc la guerre, parce que le protectionnisme violent conduit à la guerre, et c'est ce qui inquiète du côté de l'Amérique. Bien sûr. Parce que le protectionnisme de Trump, ce n'est pas du tout le protectionnisme de Macron. Non. Vous voyez ? Un Quand il parle de relocalisation, quand il parle de relocalisation. Non, c'est autre chose. Donc il n'empêche que tout cela est aussi une question de langage qui vient de ce que nous disions dans l'émission précédente, que à force de vouloir baisser le salaire indirect, c'est à force de vouloir baisser les charges sociales, on est obligé de s'attaquer à la protection sociale elle-même, puisqu'on n'a plus de quoi la financer. Merci infiniment Jean-Paul Fetoussi pour ces divers éclairages autour de votre dernier ouvrage. Comme on nous parle, l'emprise de la Novlangue sur nos sociétés, édition Les Liens qui libèrent, et un ouvrage qui libère, voilà, qui, on l'espère, va libérer la parole, va libérer les débats et les nourrir, parce qu'effectivement, on a peut-être aussi un peu besoin de ça, quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.